Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que votre confrère s'exprimera, parce que plus largement, le régime iranien, il s'attaque pas que à la figure de la paix que représente Narges Mohammadi, mais il s'attaque aussi à une journaliste qui n'a commis d'autres crimes que documenter la répression épouvantable de cette République islamique iranienne. Alors, pour vous faire un point sur la façon dont on va procéder, on va d'abord faire un rappel factuel de la situation de santé, puisque je rappelle qu'aujourd'hui, la dégradation inédite, je dis bien inédite parce que nous n'avons jamais connu pareille situation. Tout à l'heure, Mona Armand le dira, des propres aveux de sa famille. Aujourd'hui, ils ne se battent pas que pour la liberté de Narges, ils se battent pour que le cœur de Narges Mohammadi continue de battre. Ce sont des mots qui sont extrêmement forts, puisque aujourd'hui, et à l'heure où je vous parle, elle entame son 5e jour d'hospitalisation en soins intensifs cardiologiques, donc dit CCU, dans l'hôpital de Zanjan, où elle a été donc transférée le 1er mai dernier, in extremis, puisque vous le savez sans doute, elle a à 2 reprises, le 24 mars dernier et également le 1er mai, fait 2 épisodes cardiaques, donc qu'on est aujourd'hui dans l'incapacité même de caractériser, puisqu'elle n'a pas été prise en charge à même ces incidents par une équipe médicale en détention. Donc 2 crises cardiaques. Je rappelle les antécédents de Narges Mohammadi que vous avez tous en tête. Narges Mohammadi, elle a été opérée du cœur en novembre 2021. On lui a placé un stent, donc elle avait évidemment cet élément-là en elle. Elle a des problèmes cardiologiques, elle est suivie depuis très longtemps par une équipe médicale à Téhéran. C'est une femme qui a aujourd'hui plus de 50 ans, qui a passé plus de 10 années cumulées en détention. Elle a fait des allers-retours avec la prison politique. Vous voyez derrière moi d'ailleurs qu'elle n'est pas la seule, puisque Narges Mohammadi, c'est l'équivalent du Nelson Mandela iranien. Elle a payé le prix de cette lutte, puisqu'elle a fait des allers-retours avec la détention politique. Et il lui reste aujourd'hui un quantum de peine à effectuer tout cumulé de plus de 18 années de prison, puisqu'elle a été condamnée encore au mois de février dernier à une peine de 7 ans et demi d'emprisonnement et de bannissement pour collusion contre la sécurité nationale et propagande contre le régime. Je rappelle un élément factuel. Narges Mohammadi, la peine qu'elle est actuellement en train de purger, eh bien, survient à l'issue de son arrestation le 12 décembre dernier, donc 2025, puisqu'elle se rendait et elle a pris la parole à une cérémonie de commémoration donnée à l'occasion de la mort dans des conditions suspectes d'un avocat, défenseur des droits humains, Khosrow Ali Kordi. Et c'est à cette occasion qu'elle a été brutalement arrêtée aux côtés d'un certain nombre de militants des droits humains. Elle a été battue à la tête, au torse, étant précisé qu'elle a des problèmes donc cardiologiques. C'est un véritable rouage de coups qui ont été ceux des forces de sécurité. Elle a été traduite immédiatement ensanglantée dans les quartiers d'interrogatoire, et aujourd'hui on le sait, du centre d'interrogatoire de Mashhad, qui est une prison extrêmement dure, parmi les plus radicales, où il y a les partisans les plus fanatisés du régime. Et elle a été placée à l'isolement pendant 26 jours avant d'être transférée clandestinement dans la prison de Zanjan. Je rappelle également que la prison de Zanjan n'est pas censée accueillir Narges Mohammadi pour 2 raisons au moins, puisque Narges Mohammadi vit à Téhéran. C'est donc normalement le ressort du procureur de Téhéran, et que de façon tout à fait illégale, à la fois au plan du droit interne mais aussi du droit international, elle a été, à des raisons de représailles, pour des raisons de représailles, transférée dans une prison à plus de 700 km de son lieu de domicile, une prison qui ne contient pas de quartier spécifique pour les prisonniers politiques. Or, vous le savez sans doute, les règles internationales, Nelson Mandela, mais notamment les règles de droit iranien, imposent une séparation extrêmement stricte entre les prisonniers d'opinion et les prisonniers de droit commun, à savoir condamnés pour un certain nombre de violences à l'encontre des personnes et des biens, si bien que Narges Mohammadi, durant tout ce temps de détention, est soumise à la fois à la répression du régime et de ses gardes, mais aussi aux aléas, malheureusement, d'une détention qui se passe dans les conditions les plus extrêmes dans le quartier qui est le sien, à Zanjan.
Elle a été soumise dans ce contexte à des refus de soins répétés, je l'ai dit tout à l'heure. Elle a fait donc 2 épisodes, je reviens dessus, le 24 mars dernier, cet épisode cardiaque, elle est tombée inconsciente pendant quasiment 1 heure. Ce sont ses co-détenus qui l'ont amenée vers l'infirmerie en réalité, où là encore, elle n'a pas bénéficié de soins puisqu'on lui a donné du paracétamol et sans quoi, évidemment, c'est un pansement sur une jambe de bois. Le médecin l'a examiné, donc le médecin de l'infirmerie, et donc j'accueille votre collègue Jonathan Gdager, merci cher Jonathan, responsable Moyen-Orient de RSF. Et donc le médecin de l'infirmerie, donc qui est le représentant de l'autorité pénitentiaire, qui, dans un rapport effectivement en décembre 2024 a lui-même estimé qu'elle devait être transférée. Donc le médecin de la prison a estimé qu'elle devait être transférée d'urgence à l'hôpital, ce qui n'a pas été fait et ce qui nous a amené à ce que, le 24 mars, de nouveau, elle ait fait cette crise cardiaque. Elle a une pression artérielle qui n'a pas arrêté de se dégrader. Elle a perdu donc pendant ces 145 jours de détention 20 kilos, si bien qu'elle est aujourd'hui méconnaissable. Et c'est dans ce contexte que le 1er mai dernier, eh bien, elle a fait face à cette 2e crise cardiaque, puisque c'est bien la négligence et le refus obstiné et persistant des autorités iraniennes à la transférer dans un hôpital, mais aussi tout simplement de la remettre entre les mains de son équipe de santé habituelle, c'est-à-dire les cardiologues qui la suivent de façon thérapeutique depuis une longue date, et bien qui a amené à ces 2e incidents. Voilà que cela fait 5 jours qu'elle est sous assistance respiratoire. Elle est très faible, avec une incapacité à s'exprimer correctement. Je rappelle que durant tout ce temps de détention, comme c'est très souvent le cas avec Narges Mohammadi, elle a été arbitrairement privée à la fois de ses droits de la défense, puisque son avocat, je parlais tout à l'heure de son procès en février dernier devant la cour révolutionnaire de Mashhad, elle n'a pas pu être défendue par ses conseils, puisque l'État iranien lui a imposé un avocat qui évidemment n'était pas indépendant, si bien qu'elle n'a pas pu être défendue. Mais je rappelle également qu'elle n'a pas pu s'entretenir, sauf à 2 reprises, avec son avocat iranien au parloir, que seuls 2 des membres de sa famille qui résident en Iran ont pu aller la visiter au parloir, qu'à ses côtés aujourd'hui dans l'hôpital et dans l'unité de soins intensifs, il y a sa sœur, mais qui est sous garde constante. Je rappelle qu'elle est donc gardée par des gardes qui sont à la fois à l'intérieur de sa chambre, mais aussi à l'extérieur, qui maintiennent jalousement et qui gardent la porte de là où elle se trouve, si bien qu'on rajoute un élément d'anxiété évident face à celle qui aujourd'hui est dans un état de vulnérabilité extrême. Voilà aujourd'hui la situation, et s'agissant des demandes, j'y reviendrai tout à l'heure, mais factuellement, on a donc une personne qui se trouve comme jamais, et je dis bien jamais, nous suivons ce dossier depuis désormais un certain nombre d'années. D'ailleurs, RSF vous le dira également, ils sont très attentifs à la situation de Narges aussi depuis quelques années, ses proches également. Nous n'avons jamais eu aussi peur pour la vie de Narges, qui aujourd'hui risque à tout moment malheureusement de nous quitter. C'est évidemment une situation qui est grave et qui ne peut qu'appeler à une mobilisation internationale, et nous viendrons tout à l'heure aux voix malheureusement que nous trouvons encore trop silencieuses, et j'en dirai 2 mots tout à l'heure. Voilà sur le point purement factuel, et je passe la parole sans doute désormais à Mona Armand pour l'association Narges, qui va nous lire sans doute les réactions des quelques proches qui notamment ont voulu nous dire quelques mots aujourd'hui. Merci Chérine. Donc l'association Narges Mohammadi
est une association de droit français qui a été créée dans la foulée du prix Nobel pour la paix, basée à Paris, et qui s'est donné 3 objectifs fondamentaux: la documentation de la répression, le plaidoyer international et le soutien aux victimes. Cette fondation est membre d'une coalition qui est plus large, la Free Narges Coalition, aux côtés de RSF, de Frontline Defender et de PEN America, qui sont des organisations dédiées à la défense de la liberté d'expression et des journalistes. Cette coalition est mise à l'épreuve par le régime iranien, mais n'a jamais cessé de se mobiliser. Je vais vous donner lecture des proches de Narges Mohammadi, qui n'ont pas pu assister à ce point presse, mais qui ont tenu à s'exprimer face à la dégradation inédite de l'état de santé de Narges Mohammadi. Afin de ne pas dénaturer leurs propos, je vais procéder par voie de citation. Je vais commencer par Ali et Kiana, les jumeaux de 19 ans de Narges Mohammadi, dans une déclaration de ce jour. Ali, je le rappelle, est arrivé en France à l'âge de 8 ans, alors que leur mère purgeait une peine de prison. Ils ont obtenu l'asile politique en 2015 et sont aujourd'hui étudiants en France. Ma mère a payé un prix élevé. Elle a beaucoup travaillé et a été éloignée de nous pendant longtemps. Mais lorsqu'elle était avec moi et Kiana, elle était une mère formidable. Mais depuis l'âge de 5 ans, j'ai vu en elle une seconde mère. La militante des droits humains, la femme qui se bat pour la vie, celle qui a consacré sa vie à cette lutte et qui était prête à en payer le prix encore davantage. Si j'ai l'occasion de parler à ma mère, ce serait le même message qu'avant. Ma chère maman, sache que tu n'es pas seule. Le peuple iranien se bat main dans la main. Il résiste. Kiana, la jumelle d'Ali, a 19 ans et est aussi étudiante à Paris. J'espère que le monde finira par entendre ma voix et refusera de rester silencieux. J'espère le jour où ma mère et où tous les prisonniers politiques seront libérés sans condition et réunis avec leurs proches. Et où aucun enfant au monde n'aura plus jamais à être séparé de sa mère. Les médecins ont informé notre famille en Iran qu'elle doit, pour l'instant, rester en CCU. Mais nous devons comprendre qu'il s'agit que d'une mesure temporaire, avec une tentative de stabiliser son rythme cardiaque et sa tension artérielle, avec des soins minimaux, oxygène et une surveillance continue. Ceci n'est pas un traitement. Je finirai par Hamidreza Mohammadi, le frère de Narges Mohammadi, qui nous porte sa voix depuis l'Iran. Depuis Oslo. Les spécialistes ont été très clairs. La maintenir dans cette prison, sous pression immense et dans des conditions aussi brutales, revient à une condamnation à mort. Nous nous battrons, plus seulement pour sa liberté, nous nous battrons pour que son cœur continue de battre. Merci Mona. Donc là, c'est les quelques réactions effectivement des membres de la famille de Narges Mohammadi qui, vous l'avez compris, hein, aujourd'hui sont extrêmement inquiets, mais surtout là se demandent vers qui en réalité se tourner. Hein. Je crois que c'est quelque chose qui revient énormément, c'est le silence aujourd'hui, alors même que nous n'avons jamais autant parlé d'Iran, mais si peu des Iraniens, des civils, mais aussi de ceux qui se battent, tels que Narges Mohammadi, pour la liberté. Voilà. Et j'en dirai tout à l'heure un mot tout à fait personnel, puisque nous suivons aujourd'hui, chaque jour, les opérations qui sont à quelques kilomètres de Narges, et notamment sur le détroit d'Ormuz. Eh bien, il serait bon, je crois, que dans la situation actuelle, eh bien, les projecteurs se tournent vers ceux qui, comme Narges Mohammadi et les milliers de prisonniers politiques, eh bien, je crois, ne sont pas en marge de cette histoire iranienne, mais qui sont en train de la faire. Et donc, je profiterai naturellement de ce que, eh bien, il y ait des journalistes ici pour rappeler que ce sont les Iraniens qui sont au centre du sujet.
et non pas, évidemment, les velléités belliqueuses des uns et des autres, qui entraînent malheureusement les Iraniens dans cette impasse qui est celle du dictateur impitoyable, celui qui est responsable aujourd'hui de la situation de Narges Mohammadi, mais aussi d'une guerre qui menace, parce que, je le dis volontiers, si Narges Mohammadi demain devrait affronter à la fois l'anxiété qui est celle de ses geôliers, de sa condition de santé, mais aussi des bombes, puisque la prison de Zanjan a été frappée à 3 reprises aux alentours. Moins de 4 kilomètres ont séparé les frappes de février et de mars de la prison de Zanjan. Eh bien, évidemment, il n'y a au bout du compte pour les prisonniers politiques iraniens et pour les Iraniens que la mort au bout du compte. Je passe la parole donc à Jonathan pour que on nous fasse un point peut-être plus global sur la situation actuelle. Oui, merci Maître Adakani, bonjour, et merci à vous. Désolé pour le petit retard. Donc je suis là pour représenter Reporters sans frontières et pour se tenir en solidarité avec vous, avec Narges Mohammadi bien sûr, avec la famille de Narges Mohammadi, son époux, M. Taghi Rahmani, et ses enfants, Ali et Kiana, avec lesquels on est en contact, surtout Ali. Et je salue son courage face à cet acharnement qui vise sa maman, mais aussi sa famille depuis des années et des années. Vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point ce jeune homme, et Kiana sans doute, est courageux. Et vraiment, je tiens à le saluer avant de commencer à raconter les faits. On est là pour annoncer qu'auprès de Maître Ardakani et la coalition Free Narges, qui est lancée par plusieurs organisations, dont Reporters sans frontières, je les nommerai plus tard, on a déposé une lettre auprès du haut commissionnaire aux droits de l'homme, M. Volker Turk, pour demander, face à cette urgence dans laquelle se retrouve Narges Mohammadi, pour demander des mesures directes, urgentes, concrètes, pour assurer la protection de Narges Mohammadi, pour assurer sa vie, sa protection et bien sûr sa dignité et sa liberté au plus vite possible. On demande évidemment qu'il œuvre pour sa libération inconditionnelle et immédiate. Comme disait Maître Ardakani, nous aussi à RSF, on est très prudent quand on utilise les mots, quand on qualifie la situation de Narges, parce que ce n'est pas la première fois qu'elle a des problèmes de santé, qu'elle a eu des problèmes de santé en prison. Elle a déjà eu une mini-libération conditionnelle, medical furlough pour des raisons de santé, qui s'est terminée violemment et brutalement le 12 décembre 2025, la date depuis laquelle elle se retrouve à Zanjan. Elle a été arrêtée avec des coups par violence après avoir pris la parole lors d'un enterrement d'un militant pour les droits humains en Iran. Depuis, Narges Mohammadi est dans une situation critique. Sa santé s'est gravement dégradée depuis quelques jours. Quand on dit aujourd'hui qu'elle est entre la vie et la mort, c'est la première fois qu'on utilise ces termes. C'est la première fois qu'on dit qu'il y a un risque de mort qui est avec Narges Mohammadi, pardon, j'ai perdu mes mots. Mais il y a un danger de mort aujourd'hui. Il faut agir avant que ce ne soit trop tard. Il faut agir pour Narges, pour sa famille, pour tout le monde des journalistes partout dans le monde et les journalistes iraniens. La responsabilité aujourd'hui est avec le régime iranien. Ils disent qu'ils ont pris des mesures de santé en prison, qu'elle est au CCU. Ce n'est pas suffisant. Ce qu'on est en train de voir, ce qu'on est en train de témoigner, c'est une exécution à feu doux. C'est une condamnation à mort de Narges Mohammadi après des années et des années de l'avoir emprisonnée à tort, tout simplement parce qu'elle a pris la parole, parce qu'elle a osé demander la liberté pour les Iraniennes, pour les Iraniens, parce qu'elle a fait un travail de journalisme. C'est pour ça qu'on la défend aussi, parce qu'elle est journaliste. C'est grâce à elle et à ses écrits qu'on sait, qu'on connaît la situation, qu'on comprend la situation des prisonniers en Iran, qu'on comprend ce qui se passe avec les prisonniers en Iran. Et pour parler de Narges, aussi pour honorer Narges, parce que c'est souvent sa demande quand on lui parle, et la demande de sa famille et de ses collègues, Narges refuse de parler juste d'elle-même. Elle parle tout le temps de tous les autres détenus, de tous les autres détenus politiques, mais de tous les autres Iraniens. Et là, je vais profiter pour parler de tous les autres journalistes détenus en Iran. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de journalistes arrêtés pour avoir fait leur travail dans les prisons iraniennes. RSF a sorti le classement mondial de la liberté de la presse le 30 avril, donc quelques jours avant la journée mondiale de la liberté de la presse, c'était dimanche. L'Iran est classé 176 sur 180 pays. C'est-à-dire qu'il y a 3 pays qui sont derrière l'Iran, mais quand on parle des 10 derniers pays, il n'y a pas beaucoup de différence. Avant ça, elle était classée au 177. Donc la situation pour les journalistes iraniens globalement est urgente.
Les journalistes iraniens travaillent dans l'un des pires pays du monde pour la presse. Depuis 2 mois, ils ont commencé aussi à subir les frappes américaines et israéliennes avec la guerre qui est en cours en Iran. En plus de ça, s'ajoute la répression du régime iranien, qui ne s'est pas ralenti, qui ne s'est pas arrêté durant la guerre, au contraire, qui s'est renforcé encore plus. Des coupures complètes de la communication, des coupures complètes Internet, des journalistes qui ne savent pas ce qui se passe dans leur propre quartier, qui ne peuvent pas nous raconter ce qui se passe dans leur propre rue, qui n'arrivent pas à se communiquer entre eux-mêmes. Je précise là que ce blackout médiatique, comme on l'a appelé, il est aussi ciblé. Il ne touche pas les journalistes, je dis les journalistes, mais les propagandistes du régime iranien. Il ne touche pas les médias d'État. Mais il touche les médias indépendants, il touche les journalistes indépendants, il touche aussi les journalistes qui travaillent pour des médias en exil, qui ont eux aussi subi les pressions et les menaces et les intimidations du régime iranien. Je pense à Iran Wire notamment. Cet acharnement, il menace les journalistes qui reçoivent des coups de fil par les services de renseignement iraniens pour les menacer, pour leur demander d'effacer ce qu'ils ont écrit, en les menaçant à faire du mal à des membres de leur famille parfois, ou de les mettre en prison, où ils seront traités comme des terroristes, comme des criminels qui menacent la sécurité d'État. C'est souvent les charges qui sont produites contre ces journalistes-là, propagande contre l'État, propagande contre le régime, voilà, collaboration avec des régimes étrangers. Les journalistes n'osent même pas parler avec des organisations comme RSF depuis l'intérieur du pays. Tout ça s'applique également à Narges Mohammadi, surtout parce que c'est Narges Mohammadi, parce qu'elle refuse de se taire malgré des années de silence, parce qu'elle a gagné le prix Nobel de la paix en 2023, ce qui est très important parce que ça visibilise tout son travail et tout le travail de ses consoeurs et de ses confrères en Iran. Et aujourd'hui, Narges a besoin de nous. Aujourd'hui, on ne peut pas se taire sur ce qui se passe avec Narges. Je ne vais pas tarder, je veux juste dire un truc, que pour la première fois depuis la sortie de l'index de Reporters sans frontières, 25 ans, plus de la moitié des pays du monde sont en situation difficile ou très grave pour la liberté de la presse. 100 pays sur 180. Et souvent, depuis des 4 jours, on nous pose la question pourquoi. Il y a beaucoup de raisons, mais moi ce que j'aimerais dire, c'est que quand on permet à des journalistes au Proche-Orient, au Moyen-Orient, la zone que moi je couvre, quand on permet que des journalistes dans des zones-là restent en prison, qu'ils soient oubliés en prison, qu'ils soient condamnés à mort, qu'ils soient tués dans certains pays, quand on accepte ça, les violences contre les journalistes partout dans le monde deviennent normales. Ça devient normalisé, ça devient très normal de voir des journalistes censurés en Europe, ou des médias fermés, ou des médias ou journalistes même censurés aux États-Unis par l'administration Donald Trump, les États-Unis qui ont reculé de cette place, je rappelle. Et donc, aujourd'hui, on demande la libération de Narges Mohammadi, pas juste pour Narges Mohammadi. Bien sûr que pour elle et pour sa famille, mais on demande la libération de Narges Mohammadi pour tous les journalistes partout sur la planète, partout dans le monde, pour toutes nos démocraties, pour toutes nos valeurs. Il faut sauver la vie de Narges Mohammadi et il n'y a pas beaucoup de leviers malheureusement aujourd'hui parce qu'on voit ce qui se passe avec le droit international. Le levier qui marche le plus, c'est la pression, c'est l'opinion publique, c'est la pression médiatique. Donc merci d'être là et vraiment aidez-nous à mettre cette pression et à dire à l'international qu'il faut libérer Narges Mohammadi avant que ce ne soit trop tard. Et tous ses confrères et son consoeurs en Iran, bien sûr. Merci Jonathan pour ce plaidoyer nécessaire à la fois pour Narges et aussi plus largement pour la liberté d'informer et de la presse. Je rappelle que Narges Mohammadi a beaucoup documenté, c'est ce à quoi tu faisais référence, les prisons et notamment la torture blanche, c'est-à-dire ce système qui vise à soumettre les prisonniers politiques à des traitements inhumains et dégradants, à de la torture, afin de leur extorquer des aveux forcés. Je précise que j'ai été le conseil de Cécile Collère et Jack Paris, otages français en Iran, qui nous ont dit il y a quelques jours, puisqu'ils ont été libérés le 7 avril dernier, combien ils ont eux-mêmes été brisés par cette épreuve qui est la prison politique iranienne et combien ils ont été eux-mêmes soumis à la torture blanche qui a été documentée par Narges Mohammadi et les autres. Alors, tu l'as évoqué, puis on ne va pas être beaucoup plus long. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on attend et quelles ont été nos actions et quelles sont celles que nous attendons aujourd'hui de pied ferme? Nous avons saisi, tu as employé le mot lettre, c'est une submission, donc c'est une requête devant le haut secrétariat, donc par la voix du haut commissaire Volker Türk, qui d'ailleurs s'est exprimé
à la fois il y a quelques jours, mais le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a ce matin même pris une déclaration dans laquelle lui-même s'est ému du sort de Narges Mohammadi, a appelé à sa libération. Mais aujourd'hui, il y a des voix qui sont encore silencieuses. Et là, j'en appelle extrêmement solennellement à la fois à notre propre diplomatie, et là je m'exprime en qualité évidemment d'avocate, mais aussi comme militante des droits humains, et je crois qu'au plus haut sommet de l'État français, qui encore une fois, je rappelle, la famille de Narges Mohammadi a trouvé refuge en France. Le président de la République Emmanuel Macron avait félicité Ali Rahmani et Kiana Rahmani en octobre 2023. Il s'était entretenu avec la famille, disant à quel point la France était fière de pouvoir les compter parmi eux. Et bien aujourd'hui, nous réitérons cet appel. Nous attendons du président de la République, mais aussi de notre diplomatie, de prendre une position publique extrêmement forte pour à la fois condamner, mais aller au-delà de cette condamnation de principe et d'exhorter les autorités iraniennes à relâcher Narges Mohammadi. Et je crois que cette demande n'est pas aujourd'hui excessive de notre part. Et comme l'a dit Jonathan, sans cette parole extrêmement forte française et de la diplomatie européenne plus largement, je crains malheureusement que nous abandonnerions de nouveau à leur sort funeste les Iraniens et au premier chef Narges. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut bien que chacun comprenne qu'aujourd'hui la République islamique d'Iran, elle assassine le visage de la paix au sens propre comme au sens figuré. Parce que si Narges Mohammadi devait donner son dernier souffle dans ces conditions, je crois là que tous nous serions comptables de n'avoir pas exigé des autorités iraniennes de plier face à la mobilisation très courageuse des Iraniens, mais aussi parce que nous serions nous-mêmes responsables de cela. Donc aujourd'hui, il y a ce que nous attendons de notre propre diplomatie, je l'ai dit, nous attendons aujourd'hui des déclarations fortes de la part du président de la République et de notre diplomatie. D'ailleurs, je salue l'ambassadrice des droits de l'homme Isabelle Rome, qui est notre ancienne garde des Sceaux. Je le dis parce qu'elle est très impliquée aujourd'hui dans ce que nous qualifions de diplomatie féministe, qui est un regard nouveau sur la diplomatie internationale, mais bien seul, malheureusement, c'est d'exiger que dans ces négociations et que dans ces sommets, parce que à l'heure où on se parle, il y a eu ce matin une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, les Iraniens, les militants des droits humains, Narges Mohammadi et d'autres ne peuvent pas, je l'ai dit, être une note de bas de page de cette histoire iranienne. Et à chaque fois qu'il y a une réunion internationale, le nom de Narges Mohammadi doit sans cesse revenir dans les discussions, de la même façon que les nombreuses victimes civiles, puisque les exécutions continuent chaque jour en Iran, et que encore hier, nous avons 2 manifestants de janvier qui ont été exécutés. Voilà ce que nous attendons. Nous poursuivons notre bataille par le droit, parce que nous ne sommes pas résignés. C'est le combat de Narges Mohammadi. C'est un combat pour que les droits à l'autodétermination des Iraniens libérés de leurs tyrans aboutissent par le droit, par une action non violente, par la mobilisation. Et nous, qui sommes aujourd'hui ces porte-voix, ces avocats, ces soutiens, ces conseils, nous considérons que le droit de Narges Mohammadi à la vie, le droit de Narges Mohammadi à la dignité, son droit à la liberté d'expression, ce ne sont pas des incantations. Et donc ça crée des obligations pour les États, l'État iranien dont nous n'attendons rien, mais aussi pour la communauté internationale qui doit faire respecter ses droits. Et c'est la raison pour laquelle nous attendons les positions fortes qui aujourd'hui, malheureusement, ne viennent pas et qui nous laissent bien seuls dans ce combat. Voilà, désormais je crois que nous allons pouvoir répondre à vos questions je vous cède la parole, étant précisé que si vous, pour des raisons qui sont propres à vos formats, si vous souhaitez que par la suite nous fassions des courtes des sons où nous pourrions tout à fait le faire, mais voilà, dans la mesure du possible, si on peut regrouper les questions, ce serait bien. Oui. Merci Chéline pour l'invitation. Ben, je vous en prie. Très important, je suis sûr que l'agence France Presse, en fait clair, on a eu les derniers mois une campagne vraiment pour la liberté de Narges.
si je comprends bien de vos propos, je crois aujourd'hui on est maintenant dans une phase en fait pour la vie. Tout à fait. La risque, comment vous pouvez caractériser aujourd'hui de votre dernière information la gravité de la risque pour la vie de Narges aujourd'hui? Ben, je le caractériserai en ces termes. Il y a aujourd'hui une volonté du pouvoir iranien d'éradiquer la voix de Narges Mohammadi au sens premier et physique du terme. C'est-à-dire qu'il y a depuis des décennies une volonté du régime iranien de faire plier Narges Mohammadi, de la contraindre à renoncer à ses combats. Je rappelle que Narges Mohammadi, elle est militante pour la démocratie, mais aussi opposée à la peine de mort. Et d'ailleurs, un des premiers engagements qui a été le sien a été aux côtés de Shirin Ebadi, donc prix Nobel de la paix iranien, parce que les Iraniens sont quand même un peuple qui, je crois, ont parmi leurs rangs 2 prix Nobel qui sont des femmes et qui sont des figures qui se sont toujours battues contre ce châtiment cruel, inhumain et dégradant qu'est la peine de mort. Et donc Narges Mohammadi, à mesure qu'elle n'a refusé de céder un pouce de ce combat, et bien progressivement, la répression dont elle a fait l'objet arrive jusqu'à une menace, vous l'avez dit cher Stuart, physique pour elle-même. Donc là, il ne s'agit plus d'éteindre son combat, il s'agit de l'éteindre, d'éradiquer même ce qu'est Narges Mohammadi. Et je le dis d'autant plus volontiers que, à la faveur des manifestations du 8 et du 9 janvier dernier, où massivement des milliers d'Iraniens sont descendus dans les rues pour dire leur opposition au régime iranien, et qui a fait entre 8 000 et 30 000 morts parmi la population civile, eh bien le fait de cristalliser cet acharnement contre Narges est aussi motivé, me semble-t-il, par le message de terreur qui est envoyé à la population civile, qui est: si vous ne renoncez pas à ce combat, eh bien il vous arrivera malheur, comme aujourd'hui il arrive malheur à Narges Mohammadi. Donc il y a une volonté, me semble-t-il, d'utiliser cette répression spécifique à des fins de signal de terreur envoyé à l'ensemble de la population civile. Excusez-moi, vous pouvez regarder les caméras quand vous répondez, s'il vous plaît? Tout à fait. Ça, on ne peut pas utiliser. C'est tout à fait possible. Tout à fait. Donc, essayez de regarder les caméras. Merci. Entendu. Merci, monsieur. Merci à vous. Ça fait quelques jours qu'elle est en soins intensifs. De quand datent ces dernières déclarations? Quand est-ce qu'on a pu l'entendre pour la dernière fois? Alors, la difficulté, c'est que depuis qu'elle a été arrêtée le 12 décembre 2025, il n'y a que 2 personnes, 3, qui ont pu s'entretenir avec elle, qui sont ses proches de premier degré présents en Iran. Donc 2 personnes, et également son avocat iranien qui a pu la visiter à 3 reprises en détention. Voilà, les seules personnes qui ont eu un accès direct à Narges Mohammadi dans des conditions qui ne sont pas libres, puisque surveillées en permanence. Sans quoi, elle est interdite de communiquer évidemment avec l'étranger et au premier chef avec ses enfants et son époux. Nous ne pouvons pas nous-mêmes communiquer, ce qui était le cas avant qu'elle soit incarcérée, si bien que voilà, il y a 3 personnes aujourd'hui qui ont pu lui parler. Et depuis ces 5 jours, elle est avec sa sœur donc gardée par des forces de sécurité extrêmement hostiles qui ne l'ont pas lâchée d'une semelle. Donc c'est pour ça que j'insiste sur l'anxiété qui s'ajoute à qui se trouve dans une situation de vulnérabilité extrême sous assistance respiratoire, qui en plus doit se préoccuper de la menace constante que sont les gardiens à même la chambre d'hospitalisation. J'ai une question, vous avez évoqué un peu les manœuvres militaires en cours dans le détroit d'Ormuz. Vous redoutez que ça soit un écran de fumée justement pour ne plus parler de ce qui se passe en matière de répression contre Narges, mais aussi contre tous les milliers de prisonniers d'arrestation? Oui, clairement, la guerre est une habile diversion pour la République islamique d'Iran, qui se fortifie par la guerre, puisque la guerre écrase tout. Elle écrase la narration, elle déplace le centre de gravité médiatique, politique, diplomatique, vers les destructions et puis vers les rapports de force interétatiques, et on perd de vue la question essentielle qui est celle de la vie des civils,
du juste combat des Iraniens pour leur autodétermination et surtout des prisonniers politiques qui sont les derniers maillons de cette chaîne finalement médiatique, politique, diplomatique, dont nul ne se soucie, à condition que nous remettions sans cesse les projecteurs sur leurs conditions. Et le brouhaha qui est généré aujourd'hui par la République islamique permet les mains libres à ceux des geôliers de Narges Mohammadi pour commettre un certain nombre d'exactions et la tuer à petit feu, comme ça a été dit, parce que c'est une mort lente. Nous sommes d'autant plus vigilants, nous, avocats, militants des droits humains, que nous avons déjà vu par le passé des prix Nobel de la paix mourir en détention. Nous avons un prix Nobel de la paix chinois qui, dans son assignation à résidence, est mort captif par refus de soins, parce que dans les alliés de cette grande coalition criminelle sur laquelle peut évidemment compter l'Iran, vous avez la Chine et la Russie. Et je rappelle que Alexei Navalny, sans être prix Nobel de la paix, lui-même est mort dans les colonies. Donc ce sont des choses que nous connaissons, qui sont éprouvées, et c'est une façon évidemment d'éradiquer la dissidence que de laisser mourir à petit feu des prisonniers politiques. Bien, et bien s'il n'y a pas d'autres interventions, je pense qu'on va en rester là. Merci d'avoir été là. Voilà. Oui. Là, le canal, des enfants de Ouais. Narges était allé à l'Élysée, il y avait un genre de au moins une application. Il y a eu un compte à faire. Son prénom c'est Jonathan. Il y aura un ATHN. Il y a... Non, c'est ta guerre. Ben non. Enfin, il y a pas... non.